Bonjour, je suis très sensible à l'honneur que me font les dirigeants de la Société française de radiologie en me demandant de prononcer cette année la conférence Antoine Béclère et je les remercie très vivement. Le titre de cette conférence sera « De l'électroradiologie de grand-papa à l'imagerie du XXIe siècle ». N'y voyez aucune condescendance. Nos prédécesseurs étaient des savants, ils étaient doués d'imagination, de persévérance et de modestie. Je vais d'abord vous avouer quelque chose, je n'ai pas connu Antoine Béclère. Il se trouve que mon successeur à l'hôpital Beaujon m'a invité un soir à un dîner de service. J'ai eu la chance d'être placé à la table des jeunes et j'ai eu l'impression que ces jeunes pensaient que j'avais été l'intime d'Antoine Béclère et même de Röntgen. Pas du tout. En fait, j'étais en 6e au lycée, l'année où Antoine Béclère est mort. Donc, finalement, je voudrais essayer de démontrer à quel point les progrès de la radiologie ont modifié la pensée médicale et même la pensée tout court. Pour cela, je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est les occlusions. Et les occlusions ont fait l'objet d'un livre d'Henri Mondor en 1943, et vous constaterez déjà qu'Henri Mondor était un chirurgien. Il fait allusion à des articles américains, allemands, et à un article qu'il a lui-même écrit 10 ans auparavant. Et il montre des images. D'abord, vous avez, je pense, sous les yeux, mais oui, vous avez sous les yeux l'image classique, qui va devenir classique, des arceaux avec niveau liquide de l'occlusion du grêle en position debout. Vous voyez l'image maintenant en décubitus dorsal de la même occlusion du grêle, et vous voyez même, Henri Mondor voit, le volvulus du côlon pelvien avec l'énorme image du côlon pelvien, confirmée par un lavement baryté. Tous les articles, tous les livres consacrés à l'avancement des sciences parlent de ce qu'est l'accumulation quantitative. C'est-à-dire, pendant longtemps, paraissent quelques articles et il y a surtout des expériences personnelles. Accumulation quantitative. Un beau jour, il faut faire un bilan. Ce bilan, il est fait dans le traité de Fischgold qui paraît en 1982. Et l'auteur de l'article sur les occlusions, c'est justement moi. Donc, je décris avec beaucoup de détails les différentes incidences. L'auteur s'avise que l'air monte et qu'il peut être très utile de faire des clichés en décubitus latéral avec rayon horizontal pour voir le grêle, de l'autre décubitus latéral avec rayon horizontal pour voir le côlon. On a une image de plissement du grêle, on a une image de plissement colique. On montre un schéma d'occlusion fonctionnelle, plissement colique donc, d'occlusion fonctionnelle, avec bien entendu un cliché en décubitus dorsal. Un autre schéma montre la différence entre l'occlusion organique du grêle et l'occlusion organique du côlon. On retrouve donc l'image en arceau que vous avez déjà vue tout à l'heure dans le livre d'Henri Mondor. On voit l'image de l'occlusion colique par cancer, confirmée par un lavement baryté. Un schéma montre le volvulus du côlon pelvien, et un cliché montre les normances du côlon pelvien. Ça se confirme par un lavement baryté. Un schéma montre le volvulus du cécum, et bien entendu, un cliché montre l'énorme image de volvulus du cécum, confirmé par un lavement baryté. Quoi qu'il en soit, l'auteur, c'est-à-dire moi, est très content et très fier de ce qu'il a fait. Il a l'impression d'avoir décrit une sémiologie et de l'avoir coulée dans le bronze, et que cette sémiologie va être valable pour plusieurs générations. Eh bien, pas du tout, parce que là, il se passe ce qui est classique dans les ouvrages traitant de l'avancement des sciences, il se passe le bond qualitatif. Et ce bond qualitatif, on le voit très bien dans un livre qui paraît
voilà, que voici, qui paraît en 2010, et ce bon qualitatif, c'est le scanner. On voit donc très bien l'occlusion du grêle sur bride, avec le siège très précis de la torsion, et même l'image des parois, l'état des parois. Le voilà encore sur un autre cliché, et on voit très bien encore sur un cliché l'état de la paroi. Un schéma remontre le volvulus du côlon pelvien, on le voit parfaitement sur un scanner, avec le siège très précis de la torsion et l'état de la paroi. Le volvulus du cécum, on le voit parfaitement, le siège très précis de la torsion et l'état de la paroi. On peut également voir une image d'invagination, un phytobézoar, une sigmoïdite diverticulaire. Donc les choses ont énormément changé depuis le début. Il y a eu une modification très profonde de la place de la radiologie. Henri Mondor disait presque timidement « Nous avons recherché quel secours peut apporter au clinicien lorsqu'il doit faire appel à la chirurgie abdominale, d'urgence, à la chirurgie abdominale d'urgence, quel secours peut apporter l'examen au rayon ?» Et il ajoute que ce n'est pas donné à n'importe qui. Obtenir des images parfaites, les lire sans difficulté, les interpréter sans confusion, n'est donné ni à tous, ni très souvent. Il faut bien dire que ce n'est pas très commode en urgence d'avoir affaire à des radiologues super spécialisés. Aujourd'hui, les choses sont devenues complètement différentes. L'examen radiologique au scanner est un examen simple et incontournable et de première intention. Lorsque j'étais jeune étudiant en médecine, on nous enseignait que l'examen d'un patient comprenait l'inspection, la palpation, la percussion, l'auscultation, et après on réfléchissait à demander éventuellement les examens complémentaires. Aujourd'hui, les choses ont tout à fait changé, c'est-à-dire l'examen au scanner et l'examen de première intention, en quelque sorte, c'est une sorte d'inspection perfectionnée. Et Henri Mondor le disait déjà de manière prémonitoire. Un temps viendra sans doute où les images des abdomens aigus vaudront pour la conviction du clinicien et la hâte des soins ce que valent les traits de fracture. Eh bien, ce temps est venu aujourd'hui. Au passage, ce qui a complètement disparu, c'est la laparotomie exploratrice. Henri Mondor cite lui-même certains de ses collègues qui sont très hostiles à la radiologie. Il y en a un qui dit « on ne photographie pas les occlusions, on les opère ». Un autre qui dit « un examen barité est grave, un examen sans barite est inutile ». Et je me souviens qu'à l'hôpital Beaujon, au début de mon séjour à l'hôpital Beaujon, j'étais très fier de mon examen radiologique et j'étais allé voir le chef de service de chirurgie en lui disant « Vous voyez sur ce cliché en décubitus latéral avec rayon horizontal, voilà ce qu'on voit, et sur l'autre cliché, voilà ce qu'on voit. » Il m'a interrompu avec un grand sourire, amusé, indulgent, et je dois dire un petit peu condescendant, et il m'a dit « Écoutez mon vieux, ne vous inquiétez pas, je l'opère. » Deuxième exemple, le foie. Le foie a intéressé très vite les radiologues et c'est Henri Béclair, cousin d'Antoine, qui en 1910 a publié le premier traité sur la radiologie du foie. Il décrit des images, mais il ne les montre pas. Il n'y a pas de cliché dans le livre d'Henri Béclair. Et il faut, c'est encore une fois, le traité de Fischgold qui montre, dans l'historique, qui montre ces clichés, ces images pour aider à l'examen du foie. Il faut bien dire que c'est assez pauvre. De quoi dispose-t-on? La surélévation d'une coupole et puis de l'air dans l'estomac, dans le côlon, de l'air naturel et de l'air qu'on injecte éventuellement. On en injecte aussi dans le péritoine si c'est nécessaire. Évidemment, il faut un schéma pour y voir quelque chose, comme vous le voyez aussi sur le cliché qui va apparaître après. Évidemment, on peut voir aussi un kyste hydatique calcifié. Tout ça, à vrai dire, c'est assez pauvre finalement.
Mais heureusement, les radiologues sont des gens extrêmement obstinés. Et il y en a un de Genève qui a une idée géniale, c'est-à-dire il veut voir le parenchyme et il injecte une suspension colloïde de sel de thorium, le thorotraste. Alors effectivement, on voit très bien le parenchyme, mais malheureusement, l'opacification du parenchyme persiste plusieurs décennies ensuite et on voit arriver après des cancers du foie. Autre possibilité, la scintigraphie, alors 198 au technétium 99. On voit en effet le parenchyme et on peut voir un effet de masse. Mais les radiologues, ce sont des gens très très obstinés. Maintenant, il ne leur suffit pas de voir le parenchyme, ils veulent voir les vaisseaux. Et il y en a un qui a une très très bonne idée, un radiologue d'Alger qui a une très bonne idée. Il injecte du CO2 dans la veine cave, il met le malade en décubitus latéral et on voit comme ça le système sushépatique, comme vous allez le voir tout de suite sur le cliché. On peut évidemment injecter aussi opacifier directement les veines sushépatiques par cathétérisme de la veine cave. Et puis on peut aussi faire, cet examen a eu son heure de gloire, une ombilicoportographie. Alors c'est assez difficile parce que c'est un procédé chirurgical et il faut reperméabiliser la veine ombilicale. Et puis dans les années 1960 apparaît la splénoportographie qui va être pendant longtemps un procédé de routine. Comment ça se passe? On ponctionne la rate, on injecte, on voit ainsi la veine splénique, la veine porte, tout le système porte, et on peut voir un effet de masse, mais il faut évidemment un schéma pour le mettre en évidence. On voit un reflux dans les varices ésophagiennes, donc c'est un excellent examen pour l'étude du système porte. Malheureusement, au bout d'un certain temps, on s'aperçoit quand même qu'il y a des ruptures de rate et l'examen a finalement été abandonné. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Je dois vous dire qu'en ce qui concerne la splénoportographie, j'ai été tout à fait aux premières loges. J'étais interne dans le service où ce procédé a été mis au point. Je faisais ce qu'on appelait ma matinée de digestif. J'étais en train de faire un lavement baryté et je tournais le malade d'un côté pour voir le sigmoïde, de l'autre côté pour voir l'angle gauche, quand j'entends un énorme bruit dans le couloir. C'était le professeur Léger qui arrivait avec toute sa cour, ses internes, ses chefs de clinique, ses externes, sa penseuse, sa surveillante, etc. et le patient sur un brancard. Alors il fallait de toute urgence que j'évacue mon malade avec mon lavement baryté de la table d'examen, que je trouve un tablier plombé pour le donner au professeur Léger, une seringue, une aiguille, que je mette les constantes et que j'attende que le professeur Léger injecte et qu'il dise « feu !» je prenais un cliché, puis il injectait, il disait « feu !» je prenais le deuxième cliché. Évidemment, il valait mieux que je ne me sois pas trompé dans les constantes. Et puis se passe un premier bond qualitatif, c'est-à-dire l'artériographie sélective. Alors c'est un jeune radiologue suédois, Seldinger, qui a donc mis au point cet examen, et on voit ainsi le système artériel hépatique, on peut voir parfaitement un carcinome hépatocellulaire, et le voilà, et on peut voir un effet de masse, bien entendu. Et le cliché de retour veineux montre très bien la circulation portale. Alors j'ai connu Seldinger. Je l'ai connu parce que j'ai fait un stage de plusieurs semaines à Stockholm, à l'hôpital Karolinska. À ce moment-là, c'était la Mecque de la radiologie, l'hôpital Karolinska. Et un peu naïvement, j'ai demandé, alors, il va avoir quand le prix Nobel? On me dit, ouais, on verra. Ah bon, il va être nommé chef de service très vite, tout au moins. On m'a dit, bon, peut-être. Alors j'ai compris à ce moment-là que les mystères de la promotion et de la non-promotion était aussi épais en Suède qu'en France. Et puis nous voilà arrivés à un palier. Un palier, c'est justement l'accumulation quantitative. C'est-à-dire que l'artériographie était l'examen de base, à tel point que les seuls problèmes qui existaient, c'était des problèmes de sémantique. Est-ce qu'il fallait continuer à dire, pour un effet de masse, encorbellement ou plutôt corbeillage? Et je me souviens qu'un de mes amis me dit « il paraît que tu conseilles aux jeunes de faire de la radiologie
en leur expliquant que c'est une spécialité d'avenir. Mais tu n'y es pas du tout. Vous cathétérisez le tronc cœliaque, vous cathétérisez les branches du tronc cœliaque, les sous-branches du tronc cœliaque, et bien maintenant c'est fini, vous êtes arrivé au bout. Eh bien pas du tout. Parce qu'à ce moment-là, se passe justement le bon qualitatif. C'est-à-dire que les nouvelles technologies qui apparaissent à très peu de temps d'intervalle, l'échographie, le scanner, l'IRM, modifient complètement les choses, si bien qu'on peut voir parfaitement le parenchyme hépatique. On voit un effet de masse, et plusieurs clichés vont vous montrer des effets de masse par des procédés divers. Voilà un effet de masse, encore un effet de masse, encore un effet de masse, encore un, voilà. Si bien qu'on voit parfaitement la circulation hépatique, on peut la voir en noir et on peut la voir en couleur. Et on peut la voir avec une extrême précision. Peut-être, voilà. Avec une extrême précision. À ce propos, je voudrais parler de ce qu'on appelle la spirale du progrès. C'est-à-dire que ces progrès extraordinaires de l'imagerie hépatique ont permis des progrès extraordinaires de la chirurgie hépatique. Et qu'à leur tour, les progrès de la chirurgie hépatique ont exigé de nouveaux progrès de l'imagerie. Ce qui a permis un développement absolument extraordinaire de l'imagerie interventionnelle, celui qu'on connaît aujourd'hui. En même temps, beaucoup d'examens ont disparu. La lymphographie, par exemple, a complètement disparu. L'opacification barytée de l'estomac, du côlon, est en train de disparaître. L'opacification de la vésicule par voie orale ou par voie intraveineuse a pratiquement disparu. Essayons maintenant de conclure. Donc, la modification de la radiologie, les progrès de la radiologie, ont entraîné une modification très importante de la pensée médicale et même de la pensée tout court. Tous les ouvrages concernant l'évolution des sciences traitent de ce point, c'est-à-dire à quel point les progrès technologiques ont entraîné des progrès très importants, des modifications très importantes de la pensée. Pour remonter à l'invention de l'imprimerie, avant l'imprimerie, la lecture était une lecture collective et une lecture à haute voix. C'est l'invention de l'imprimerie qui a permis le livre maniable et qui a transformé la lecture en lecture silencieuse et solitaire. Vient de paraître la correspondance de Nietzsche. Nietzsche écrit à son ami Köselitz à propos d'une acquisition qu'il a faite d'une machine à boules. C'est l'ancêtre de la machine à écrire. Et il explique que non seulement ça a modifié sa méthode de travail, mais ça a modifié sa pensée elle-même. La télévision, il est tout à fait évident que ça a modifié la politique avec les débats télévisés. Et même une décision politique importante doit être terminée pour être présentée au journal de 20 heures. Et ça a complètement modifié aussi la circulation de l'information. Songez que, par exemple, au moment des 100 jours, Napoléon a quitté l'île d'Elbe le 26 février. La nouvelle a été connue à Vienne, au congrès de Vienne, le 6 mars. Elle a été rendue publique le 13 mars. Quant à nous, nous avons assisté en direct à l'assassinat d'Anwar el-Sadat et nous avons assisté en direct à l'effondrement des tours jumelles. Beaucoup d'entre vous, je pense, ont visité l'exposition sur les débuts du cinéma, où on montrait très bien à quel point l'invention du cinéma a complètement modifié le regard que nous avons sur le spectacle de la rue et le regard que nous avons sur le mouvement. Les rapports à autrui ont entièrement été modifiés par les moyens de communication actuels, les SMS, les mails, etc. Un certain nombre d'ouvrages sont consacrés à l'Internet et aux modifications qu'apporte l'Internet. Avant l'Internet, quand on lisait un livre, on le lisait de la page 1 à la page 450, de gauche à droite. Avec l'Internet, on a tendance à lire verticalement et à cliquer sur le passage intéressant. Si bien qu'on se demande si les auteurs de romans des années futures ne vont pas écrire leurs romans en fonction
de cette lecture verticale. Et on se demande qui va lire dans le futur la Chartreuse de Parme ou Guerre et Paix. Et pour conclure, je voudrais vous citer une thèse de philosophie sur l'imagerie, car il y a maintenant des thèses de philosophie sur l'imagerie. Dans le développement technique, un modèle chasse l'autre, une invention rend les techniques en cours obsolètes, l'ultramoderne d'aujourd'hui est le démodé de demain. Une fois formulé et accepté, le paradigme dirige autoritairement la recherche jusqu'au moment où il sera à son tour remplacé par un autre. Et Henri Mondor disait lui-même « Le moyen d'avoir raison dans l'avenir est de se résigner à être démodé », si bien que notre devise doit être la même de celle de nos grands-pères, c'est-à-dire imagination, ténacité, modestie. Je vous remercie. Donc je vais maintenant vous montrer à travers quelques exemples pris dans les cours qui ont été faits aux Journées françaises de radiologie dans des années antérieures, essayer de vous montrer comment effectivement ces progrès ont transformé la réflexion médicale et la place du radiologue. En 1975 par exemple, Max Hassan, qui était un radiopédiatre, avait présenté un cours qui était la place actuelle de l'orthographie abdominale chez l'enfant. Mais comme c'était quelqu'un d'extrêmement prudent, Max Hassan d'emblée avait dit « Je présente ce cours à un moment charnière, à l'aube d'une radiologie nouvelle, celle de l'apparition de la tomographie axiale computérisée, qui va certainement tout bouleverser. » Donc il avait compris dès 1975 que cela allait modifier notre façon de penser, et ça fait penser un petit peu à l'apparition du train qui a fini par chasser la diligence, qui a eu une place royale pendant 300 ou 400 ou 500 ans. Effectivement, l'imagerie en coupe a complètement transformé la radiologie que nous connaissions et a remis l'artériographie au placard dans un certain nombre de domaines. Et en pédiatrie, je reprendrai les tumeurs abdominales, l'échographie, le scanner, l'IRM et aujourd'hui le PET scan mettent le radiologue au sein de la réflexion sur le diagnostic de ces tumeurs, sur la prise en charge de ces tumeurs, et ceci est concrétisé par sa place dans les fameuses réunions de concertation pluridisciplinaire qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a 40 ans, puisque les uns prenaient les images, partaient dans leur coin et en discutaient entre eux, en mettant souvent le radiologue à l'écart. Et puis, il terminait son article quand même en disant que l'abandon de l'artériographie dans des indications abusives lui donnera toute sa valeur dans les autres cas. Et effectivement, il a raison quand on voit aujourd'hui le développement absolument considérable de l'artériographie en tant que technique thérapeutique dans un certain nombre de pathologies. Alors, je prendrai un deuxième exemple qui était un cours de Clément Fauré, qui était un radiopédiatre également extrêmement réputé, sur la hanche douloureuse de l'enfant. Et il y avait tout un chapitre, évidemment, sur la pathologie de Legpert-Calvé, en disant que le diagnostic était en général très facile, mais que quelquefois c'était un petit peu compliqué et qu'il fallait s'attacher à reconnaître quelques petits signes comme la coquille d'œuf au niveau de l'épiphyse. On a tous appris ces signes-là pour ceux qui font la radiopédiatrie. Mais il n'y avait pas un mot sur la prise en charge thérapeutique, c'est-à-dire que c'était un cours que je qualifierais un peu de descriptif, on expliquait les choses, on faisait des diagnostics, mais on ne se mêlait pas de la suite. Et alors on s'en est mêlé malheureusement après parce que nos orthopédistes préférés ont considéré que c'était utile d'avoir un diagnostic précoce. Et alors là, l'invention radiologique n'a pas eu de limite, on a commencé par faire des phlébographies pertrocantériennes, je vous rappelle chez les enfants, en 1976, et puis après on a continué à rajouter des choses, on a continué les phlébographies, on a fait des arthrographies, par tous les moyens on essayait de voir, et heureusement on a diminué l'agressivité en 80-81 avec l'apparition de la scintigraphie qui a permis quand même aux enfants d'avoir des diagnostics un peu moins douloureux, et aujourd'hui évidemment nous avons l'IRM qui nous facilite considérablement les choses et donc qui apporte un grand confort. Donc on peut faire le diagnostic précoce de la maladie de Legpert-Calvé. Mais il ne faut pas ignorer que cette maladie va évoluer spontanément sur 18 mois,
que finalement on ne fait pas grand-chose, qu'on voit se dégrader progressivement les choses puis se reconstruire, qu'on est un peu contemplatif et qu'il n'y a pas vraiment de traitement au milieu de tout ça. Le traitement est extrêmement controversé. Il n'y a pas d'intervention chirurgicale précoce. Quelquefois, dans quelques cas, au 6e ou au 3e mois, on commence à imaginer des opérations de recentrage. Donc, si vous voulez, on ne sert à rien en faisant un diagnostic précoce. Donc, on a infligé à des enfants des examens hyper douloureux pour faire un diagnostic qui finalement n'apportait aucune modification dans la prise en charge thérapeutique. Et je vous montre un dossier récent, ce n'est pas qu'on a été absent ou qu'on n'a pas vu la pathologie, mais ça c'est l'évolution actuelle normale d'une osteochondrite sur plusieurs mois qui passe de la destruction à la reconstruction et nous avons ce qu'on appelle une attitude contemplative. Troisième exemple que je voulais prendre, c'était les traumatismes abdominaux fermés de l'enfant. Alors les traumatismes abdominaux fermés de l'enfant, jusqu'en 1975, on avait le spectre de la rupture de rate, la rupture en 2 temps, tous ces risques, et donc la ponction lavage du péritoine était extrêmement à la mode, et pour un chirurgien, finalement, planter une aiguille dans l'abdomen d'un enfant était un geste extrêmement simple, quand ce n'était pas leur enfant peut-être. Et puis est apparue l'échographie. Alors l'échographie, il y a eu un balancier, parce que l'échographie a permis, à partir de 1978, de montrer les épanchements intrapéritonéaux. Mais l'échographie avait mauvaise réputation. Qu'est-ce qui fait ça? C'est des gens, on ne sait pas très bien, c'est opérateurs dépendants. Vous avez tous connu ces contes et légendes à propos de l'échographie. Et dans la littérature, en particulier anglo-saxonne, il y a eu un balancier qui a duré plusieurs années entre la ponction lavage du péritoine et les performances de l'échographie. Nous, en pédiatrie en France, on a été assez vite échographistes quand même. Et puis est arrivé le scanner. Alors là, on s'est dit, tout est réglé, pas de problème. Maintenant, on fait des scanners, on a toutes les lésions, on sait exactement ce qui se passe. Mais tout ça, c'est très bien. Alors, on a même fait des descriptions extrêmement sensibles où, au millimètre près, on va décrire, en fonction des stades, la lésion qui se situe au niveau de la rate. On vous explique un petit trait, un grand trait, un petit image. Et en fait, on a peut-être perdu de vue que, parallèlement, les autres disciplines avaient également leur évolution. Et parallèlement à notre désir de mieux voir la lésion en imagerie, on a oublié que les chirurgiens faisaient une analyse critique et se sont rendus compte que la splénectomie était un geste à éviter parce que les conséquences d'une splénectomie chez un enfant étaient graves et que donc ils ont commencé à prôner un traitement conservateur et qu'aujourd'hui finalement le traitement non opératoire de la rupture de rate c'est 98 à 99% des cas. Et ce n'est jamais le scanner qui va dire on va opérer ou pas opérer. La décision opératoire se fait sur, bêtement, la prise du pouls, de la tension artérielle et de la surveillance clinique. Donc, si nous faisons des scanners dans les traumas abdominaux, ce n'est pas la peine de s'agiter à faire des descriptions avec des stades d'une finesse extrême, dans la mesure où, de toute façon, ça ne changera rien à la suite. Alors, évidemment, ces progrès d'imagerie, comme l'a dit M. Naoum, sont exceptionnels. On ne peut pas imaginer une seconde une grossesse sans échographie, et aujourd'hui quelquefois sans IRM. On ne peut pas imaginer la cardiologie sans l'échographie, sans le scanner, sans l'IRM. Ne parlons même pas de la neurologie qui a fait un bond considérable avec le scanner et avec l'IRM. Mais il faut toujours, et je rejoins la dernière phrase de M. Naoum, c'est-à-dire qu'il faut que sans cesse nous continuions à évoluer la pertinence de nos examens et il faut que sans cesse nous ayons cette notion du bénéfice-coût. Alors, l'imagerie, elle est aujourd'hui au centre un petit peu du raisonnement médical. Mais nous avons accepté et même contribué à ce que certaines techniques, je l'ai déjà dit, comme l'échographie, soient qualifiées d'opérateurs dépendants, et ce, avec une connotation péjorative. Ah, l'échographie, bon. Mais je crois, moi, plutôt qu'au contraire, il faut revendiquer et être fier d'affirmer que toute notre activité est opérateur dépendant. Et ce, de l'indication, de la réalisation de l'acte et de l'interprétation. Parce qu'il ne faut pas qu'on se laisse dissimuler derrière nos machines. Nous devons continuer, par notre compétence individuelle, à être le moteur du progrès formidable de l'imagerie, discipline clinique et non pas technique, comme l'a si bien défendu Antoine Béclair. Je vous remercie.